Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, Stylé, Archicool, Le Club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend. Il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Arnold d'Alger. Arnold travaille la dorure, un matériau précieux, délicat, qu'il applique à la main sur de la vaisselle, de la céramique, mais il crée aussi des décors à grande échelle pour des restaurants, des boutiques ou chez des particuliers, si vous avez envie. Artiste, artisan, on va voir avec lui, en tout cas passionné, à tel point qu'il a ouvert un atelier, Grand Soleil, pour transmettre ce savoir-faire, ce très beau savoir-faire. Bonjour Arnold. Bonjour Hortense. Comment tu te présentes, oui, artisan d'art ou artiste ou autre chose? En général, je laisse les gens choisir pour moi. Je pense que le lien entre tout ça, pour moi, c'est le dessin. Et ce dessin-là, il s'applique à plein de choses. Donc je dirais un artiste appliqué, puisque c'est ma formation, les arts appliqués. On ne dit pas illustrateur, tiens d'ailleurs, si tu nous dis dessin. Eh bien, un illustrateur, en général, on dit c'est un travail commandité sur un sujet bien précis. C'est pas forcément ce que je fais, c'est un peu plus libre que ça. Ouais, on va revenir, alors tu vas nous expliquer. Peut-être qu'on peut commencer par le début, parce que je ne sais pas du tout. Tu as grandi dans quel environnement? Tu viens d'où? Tu es né où, par exemple? Je suis né à Toulouse en 86 et mon père étant militaire, nous avons déménagé tous les 2 ou 3 ans. Et donc, ça nous a emmenés un peu partout en France et un petit peu en Afrique, en Côte d'Ivoire et à Djibouti notamment. Donc une enfance qui m'a appris à m'adapter vite, à changer d'environnement souvent, à vivre un peu seul aussi, à savoir s'occuper et à voir des choses différentes souvent et à devoir vite faire des rencontres et m'adapter. Ouais. Et alors après, tu as fait t'as eu quel parcours jusqu'à créer Eh bien, j'ai suivi un cursus assez classique jusqu'à la seconde où en fait un professeur d'art plastique, dont je ne me rappelle malheureusement pas le nom, a eu la bonne idée de parler à mes parents d'une filière qui s'appelait les arts appliqués, que je ne connaissais pas, que mes parents non plus. Et voilà, il a dit à mes parents, je crois que votre fils, ça pourrait bien lui plaire, cette histoire. Donc ça a commencé en seconde, donc c'est les années lycée, et c'est un cursus particulier où tu as, je crois, 12 heures de pratique de dessin pendant ton cursus classique avec les matières anglais, français, maths, etc. Mais en plus, toute une base de création. Et j'avoue que si j'avais pas eu ça, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Ah oui, donc elle t'a orienté en fait, cette personne. Ouais, cette personne m'a vraiment orienté. Puis ça m'a mis sur une voie que j'ai beaucoup aimée. Ouais. Puis surtout, amené à cette idée qu'on peut vivre. C'est un métier, la création. C'était pas forcément quelque chose qui était envisagé dans notre famille, en fait. C'était pas vraiment une voie naturelle, quoi. Ouais. Et alors après, donc tu as fait comment on va arriver tranquillement à ton entreprise que tu avais créée qui s'appelait Bazar d'Alger. Est-ce que ça s'appelle d'ailleurs toujours comme ça? Non, maintenant ça s'appelle Arnold d'Alger. Arnold d'Alger. Ouais. Et donc comment on est arrivé jusque-là? Ouais. Eh bien, donc un petit bac à appliquer. Et puis ensuite, j'ai voulu me diriger vers le design d'objets.
J'ai fait donc un BTS design d'objets à Toulouse, où j'étais revenu pour mes études, que j'ai raté parce que je m'y sentais pas bien. J'avais l'impression que je touchais pas assez à la matière, que c'était très technique et pas assez créatif. Et ensuite, j'ai dérivé vers le graphisme, où là aussi, j'étais pas passionné. Et finalement, je me suis lancé dans le travail suite à ces deux échecs estudiantins. Donc j'ai bossé en tant que graphiste pour des boîtes d'édition qui m'ont amené à bosser beaucoup à la direction artistique de livres d'art, d'illustration aussi. J'ai jamais trop quitté le dessin. Et puis Covid arrive et je dis que j'en ai marre de l'ordinateur et je reprends les pinceaux. Et donc pinceau, j'avais pris des cours de décor sur porcelaine et de peinture sur soie. Suite à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me manquait, le dessin, dessiner sur du papier, repeindre. Et donc, je me suis décidé à essayer de créer ce bazar qui allait être quelque chose où j'allais dessiner un peu sur tout, n'importe comment, pour n'importe qui, je savais pas en fait. Et donc, j'ai commencé comme ça avec la vaisselle, puis ça s'est décliné sur du carrelage, puis finalement sur des murs, et là avec l'atelier Grand Soleil, beaucoup sur de la céramique, et ça se décline maintenant en événementiel. On crée des moments, des espaces un peu magiques pour des clients dans l'atelier ou ailleurs d'ailleurs. Ouais. Alors si j'en reviens au tout début, c'était il y a quoi, il y a 10 ans 2020. Ah, pas du tout 10 ans. Ouais. Pourquoi je dis 10 ans? Ouais, il y a ouais. 5 ans. Ouais. 5-6 ans. Donc, tu as commencé avec le décor sur porcelaine. Et donc, l'idée, c'était de personnaliser de la vaisselle ancienne. C'est ça, de la vaisselle que tu chinais? Tout à fait. Et je parle au passé, mais tu continues à le faire. Ouais, je continue à le faire. Donc, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, j'invitais les gens à me raconter une histoire qui leur était chère et à la dessiner, à la transcrire en dessin sur des assiettes ou des plats ou des théières, peu importe, des objets que je chinais soit en brocante, soit sur le Bon Coin, parce que j'aime bien chiner dans mon lit. Et donc voilà, je proposais donc une petite gamme de motifs de base, ou alors effectivement de personnaliser, c'est ça qui marchait le mieux en fait, de proposer aux gens de dessiner leur histoire. C'est quand même assez rare de pouvoir le faire. À la dorure. Donc on dit dorure, parce que moi j'ai commencé à dire feuille d'or. C'est pas de la feuille d'or. Alors sur la vaisselle, en fait, c'est de l'or 24 carats qui est mis en poudre, puis mélangé à de la résine pour être appliqué au pinceau. Et cette technique-là nécessite une cuisson, puisque la céramique, pour qu'elle puisse passer à la machine et être utilisée de manière alimentaire, cette cuisson est nécessaire. Alors que la feuille, c'est une technique à froid, qui est simplement l'application d'une colle et ensuite de la feuille sur une surface. Et toi, tu fais les deux ou c'est une technique différente selon les supports? C'est une technique différente selon les supports, oui. Donc je fais les deux. Et donc, qu'est-ce que tu écris? C'est des petites touches de dorure sur la vaisselle, c'est ça? Sur la vaisselle, en fait, alors ça peut être, par exemple, on veut faire un cadeau. En général, comme c'est un travail qui est assez coûteux, c'est plutôt pour des événements. Et donc, par exemple, pour un mariage, on me demande souvent 12 assiettes. Et la première, c'est l'endroit d'où il vient. La deuxième, c'est l'endroit d'où elle vient. Puis l'endroit où ils se sont rencontrés, leur dernier voyage. Et donc, par exemple, on me dit, leur dernier voyage était à Madagascar, et donc je vais m'inspirer de la faune et la flore du pays pour la dessiner à la plume et à l'or sur les rebords de l'assiette. Puis ça peut être beaucoup plus personnel, les gens peuvent me demander d'écrire des poèmes ou de retranscrire leur maison d'enfance. Souvent aussi, ça revient souvent, les endroits où les gens ont vécu, leur maison de famille. Voilà, ce genre de choses. Et c'est de la vaisselle qui est faite pour être utilisée ou pour être contemplée? Non, c'est absolument utilisable au quotidien. Donc il y a ce mythe qui existe que l'or ne passe pas en machine. C'est faux. L'or passe très bien en machine s'il est lavé en mode éco. C'est une question d'électrolyse. Il suffit de le laver moins chaud. Voilà. Sinon quoi, ça s'efface? Sinon ça s'effrite, oui. Si on lave que les métaux précieux ensemble, donc l'argenterie et les assiettes dorées, ça pose aucun problème. Il faut juste pas le mélanger avec de l'inox.
Sinon, à froid, on peut tout mélanger, ça pose aucun problème. Faut faire sa petite vaisselle. Voilà. Et la vaisselle, tu as travaillé aussi avec des grandes maisons. Tu as créé t'as fait des décors, décors spéciaux. Oui. Je travaille beaucoup pour de l'événementiel. Donc ça peut être pour des dîners, des lancements, presse ou des événements spéciaux. J'ai eu la chance de travailler pour Chanel, Chaumet, Schiaparelli, pour des cadeaux clients aussi, des choses comme ça, pour des attentions très personnalisées. On fait appel à moi souvent pour ce genre de choses. Oui, donc toi, avec la vaisselle, tu arrives à raconter une histoire d'une vaisselle ancienne qui pourrait même être désuète. En fait, tout de suite, tu lui donnes une nouvelle vie. En fait, c'est une nouvelle vie. Plus d'aura aussi tout de suite avec la dorure. Oui, ça devient un objet unique et surtout, je dessine des histoires. Ouais, on en revient toujours à ça au dessin. Ouais. Alors, tu le fais sur les carreaux, donc c'est pas la même technique sur du carrelage en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Alors sur le carrelage, grâce à l'atelier maintenant, ça m'a ouvert encore d'autres techniques. Donc soit je peux travailler sur l'émail, alors comme de la même manière que sur les assiettes. Pareil, on me raconte une histoire, donc on travaille soit carreau par carreau, soit en fresque. On fait de très belles crédences ou des salles de bain comme ça. Soit je travaille sous émail, donc avec de l'engobe. Donc là, c'est plutôt un travail de couleur que j'expérimente plus maintenant, puisqu'avant, je travaillais essentiellement les métaux. Et là, maintenant, je m'amuse à jouer avec la couleur. C'est parfois un peu surprenant, mais je commence à y prendre goût. Ouais, et alors, comment tu joues avec la couleur, c'est-à-dire ? Alors en fait, c'est de l'engobe. Alors l'engobe, c'est un mélange de pigments et de terre et d'eau qui s'applique au pinceau sur la terre qui est cuite une seule fois. Donc avant, tu sais qu'on mette cette surface qu'on appelle l'émail, qui est une surface de verre. Donc je travaille entre ces deux moments-là. Et donc on applique de la couleur un peu comme de l'aquarelle sur du papier. Donc ça se mélange très bien et ça vibre très fort. C'est assez plaisant de travailler comme ça. Je fais de très beaux vases. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais je fais de très beaux vases à l'atelier qui utilisent cette technique, qui sont visibles sur mon site, où je mélange justement donc, le travail sous émail et sur émail. Donc il y a tout le travail de décor dessous à la couleur, et par-dessus je joue en touches de métaux précieux. Ouais. Donc la troisième grande partie, c'est aussi tout ce qui est autour de la fresque, tu disais, sur ce travail de la dorure. Tu travailles beaucoup, je disais, avec des marques, des restaurants, des boutiques ou même des particuliers pour créer des décors. Mais alors ça, est-ce que c'est encore une autre technique ? Eh bien ça, c'est la feuille, effectivement, qui s'applique, elle, donc par d'abord une première couche de peinture, ensuite de colle, puis ensuite on pose la feuille, on repeint le décor par-dessus pour qu'il soit visible des deux côtés des vitres, puisqu'en général on me fait travailler sur des surfaces vitrées qui sont visibles des deux côtés. Et ça, c'est une technique qui n'a pas besoin de cuisson, donc qui est applicable sur des murs ou sur des vitres, ou enfin sur à peu près n'importe quelle surface en réalité. Et ça ressemble à quoi, la feuille d'or ? La feuille, alors elle est de cuivre, celle-ci, et ça ressemble, c'est exactement la même apparence qu'une feuille d'or, enfin que l'image qu'on en a. C'est une feuille qui est extrêmement fine, qui laisse parfois même passer la lumière, tellement elle est fine. C'est extrêmement léger. Je fais aussi des ateliers parfois où j'invite les gens et des performances où j'invite les gens à participer à l'œuvre. Et on voit ces feuilles qui se baladent dans l'air, qui flottent. C'est assez magique. Et ensuite, en fait, il suffit de les attraper comme si on attrapait une plume et de l'appliquer sur la surface. Mais elle vient de quoi, la feuille ? Donc feuille de cuivre. Il faut que j'arrête de dire feuille de cuivre. Comment elle est La feuille de cuivre, c'est un petit bout de cuivre qui est martelé jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement fin. Oui, ça ressemble un peu. Alors vraiment, je vais vulgariser le truc, mais pour ceux qui ne voient pas, j'ai l'impression que ça ressemble un peu, tu sais, aux couvertures de survie. C'est ça. Un peu du papier alu. Exactement. Un peu encore plus léger. Mais beaucoup plus fin. Oui, encore plus fin. Je dirais 20 fois plus fin qu'un papier d'alu. Ouais. Et quant à ces fresques-là qui sont quand même aussi sublimes que phénoménales, comment ça se passe ? Comment ton client, là par exemple, on peut raconter, on est dans un restaurant et ils t'ont commandé donc de faire tout un décor sur les vitres du restaurant. Ils t'ont briefé, ils te donnent carte blanche. Comment ça se passe ? Eh bien là, donc il s'agit d'une collaboration entre Fuga et Belle de Briey. Et Belle de Briey, donc mon client, investit ce lieu pendant l'été.
Et ils m'ont demandé donc de créer un univers qui fasse le lien entre l'inspiration Lanzarote du restaurant et le rooftop parisien. Donc ça a donné lieu à une série de dessins inspirés de ces deux univers-là, qui les mélangent de façon ludique et humoristique. Donc on retrouve tous les monuments parisiens qu'on voit depuis le rooftop, inclus dans des décors de vacances, donc palmiers, crabes et autres crustacés. Voilà, donc c'est effectivement une carte blanche. En général, j'ai la chance, les clients viennent pour mon travail, pour mon trait. Et moi, en général, je propose une grande série de dessins et il n'y a plus qu'à choisir. Donc toi, tu fais quoi ? Tu dessines dans ton bureau, sur une table, quelque chose, plusieurs inspirations, mais tu dessines avec ton crayon. Et comment tu le transposes après à grande échelle, en fait ? Ouais, je dessine en réalité donc sur papier à la plume. Puis, comme je suis graphiste, j'ai cette formation-là. Je scanne tous ces dessins et je les transforme et je les adapte ensuite à tous les supports. Donc, que ce soit donc sur la vitre, je le fais directement au pinceau. Donc, ça n'a pas lieu d'être manipulé de cette manière-là, mais pour tout ce qui est adapter les dessins au menu, à la carte des boissons, au décor qu'on va faire sur les tables, au t-shirt du personnel, etc., tout est scanné, remodelé et réassemblé pour que ça vive dans l'identité du lieu. Oui, ça c'est un tout petit peu plus figé que peut-être un décor sur le mur, ou est-ce qu'il y a encore une notion un petit peu de dernier moment, un peu créatif, de laisser lâcher prise, ou pas forcément, où tout est assez contrôlé au millimètre près? Non, alors, il y a deux versions. Soit j'ai de la chance, j'ai des clients sympas qui me laissent un peu libre cours au dessin. Donc il y a deux options, soit effectivement on veut un dessin parfaitement identique à ce qui était prévu. Donc là on fait appel à des techniques de sérigraphie sur vitre pour que le dessin colle exactement à ce qui a été montré auparavant. Sinon je monte simplement des croquis qui sont ensuite réalisés sur la vitre. Oui, il n'y a pas un effet un peu décalcomanie d'un grand décor avec lequel tu arriverais et tu fais... Et le coller, c'est faisable aussi. Ouais, c'est de la vitrophanie, tu sais, les décors de vitrine. Et quand tu vas chez des particuliers ou des archis qui te commandent ce genre de décor, c'est pareil, il y a beaucoup d'échanges, les gens savent ce qu'ils veulent, ou parce que tu as une identité qui est assez forte aussi. Ouais. Ils viennent pour cette patte-là, cette signature, ou ils s'affranchissent de ça ? En général, ils viennent me chercher pour ça. Ils ont vu quelque chose qui leur plaît. Et moi, j'essaie toujours de leur dire « Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, donc profitez-en. Parlez-moi de vous. Ayez un décor qui vous ressemble à vous, qui ne soit pas comme chez les autres, en fait. Parce que c'est ce que je propose. Donc, autant en profiter. Et donc, voilà, tout part d'une discussion, en général. Puis de croquis. Et ensuite, on met en œuvre. Voilà. Ouais. Et comment pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas bien, quel est ton univers justement, c'est cette signature que tu as ? C'est un univers qui est très figuratif en général, très enlevé. On n'est pas dans du minimalisme du tout. C'est assez généreux, vibrant et... Ça veut dire quoi, enlevé ? Enlevé, c'est-à-dire que si tu me vois dessiner... là, par exemple, les 15 mètres de vitrine, ils ont été faits en 2 jours. Donc, quand tu me vois peindre, c'est un geste qui est très rapide et tu le sens. Le trait est très enlevé, très dynamique. Ça a presque l'air d'être un croquis fait sur le vif. Ah oui, alors que justement, j'allais te demander, est-ce que c'est un geste plutôt, comment tu travailles, est-ce que c'est un geste long et plutôt fragile ? En fait, pas tant que ça. Non, pas c'est du pas tout. Que, comme c'est de la dorure, tu vois, on se dit que ça peut être un peu précieux. Ouais. En fait, il faut qu'on se détende avec ça. Oui, c'est comme j'utilise du cuivre, ça permet d'être beaucoup plus libre là-dessus, de mettre de côté la valeur marchande du matériau et donc d'être utilisé beaucoup plus facilement et librement. Et ça tient combien de temps sur un décor plus mural, je dirais, les fresques ? Alors, quand on le fait à la feuille d'or ne s'oxyde pas. C'est juste pas le même budget. Quand on utilise de la feuille de cuivre, en revanche, on peut estimer que ça va tenir sur ton mur verni pendant 8 ans, sans bouger, et qu'au bout d'un certain temps, tu vas commencer à avoir une patine
qui va arriver. C'est de l'oxydation. Voilà. Et cette oxydation-là, elle est légère, elle est parcellaire, on ne peut pas la maîtriser. Mais c'est la différence entre l'or et le cuivre. Et quel est le challenge quand tu poses, tu vois, quand tu dessines avec tes feuilles? Le plus grand challenge, à quoi tu es? Souvent, c'est le temps que j'ai pour le faire. Je Qui est travaille court. souvent dans des lieux qui sont habités déjà. Et donc, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui l'investit pendant des jours et des jours. Ce sont des lieux où les gens travaillent, par exemple le restaurant dans lequel on est aujourd'hui. Donc le challenge, c'est d'aller vite, mais de faire comme si ça avait pris beaucoup de temps. Voilà. Versus le travail du dessin qui pourrait mériter d'être un peu plus, qu'un travail peut-être un peu plus lent ou méditatif. Alors ce travail-là, je le fais avant dans le croquis. Voilà. Ouais. Le temps, je le prends à ce moment-là. Ouais. Donc c'est pas trop frustrant de devoir aller vite après. Non, t'es dans l'exécution un peu plus. Ouais. Et en même temps, c'est un moment assez magique. Ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois que je réalise ce genre de choses, je l'ai pu le voir au Waldorf à Versailles et là au restaurant, il y a un moment où je pose la feuille avec les équipes et j'ai toujours le plaisir malin d'inviter tous les gens qui passent derrière moi à faire le geste pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est de poser une feuille sur tes surfaces comme ça. Et c'est assez magique. À chaque fois, les gens ont une lueur dans l'œil. Et c'est impressionnant d'avoir des enfants qui jouent avec la feuille, avec leurs mains. Le moindre coup de vent la fait voler. Et en 2 secondes, les gens retombent en enfance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu aussi cette envie de créer pour de l'événementiel des performances où j'invitais les gens à participer à des œuvres communes. Ouais. Quelles sont les erreurs que tu pourrais faire justement quand tu es en train de travailler? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses très attention de dire faut pas que je rate ça? Non? Parce que ça se décolle si jamais tu as mal placé quelque chose? Non, ça se décolle pas. Quand je travaille sur des surfaces vitrées, j'ai pas trop de risques parce qu'un coup de chiffon, je peux enlever la peinture, tout ça, donc c'est pas très grave. Sur la vaisselle, c'est plus grave? Non, sur la vaisselle avant cuisson, pareil, il se passe pas grand-chose. En fait, c'est des univers assez maîtrisés. Le plus dangereux dans la vaisselle, c'est la cuisson, qui, elle, peut casser, fêler, fissurer. Ça, j'y peux rien, malheureusement. Mais bon, on perd pas mal de temps parfois. Et sur des décors muraux, non, il n'y a pas vraiment de risque, en fait. Ouais. Ouais. Comment t'es arrivé, toi, là? Pourquoi ce matériau t'a plu au début? La feuille ? Ouais. C'est sans doute cette envie de toujours essayer de nouvelles techniques et dans cette optique de travailler l'espace et surtout aussi être confronté à des clients que la cuisson rebutait parfois parce qu'ils ne voulaient pas attendre, ils voulaient travailler sur des surfaces existantes ou dans le cadre d'un atelier, ils voulaient partir avec le truc tout de suite, ce qui n'est pas possible avec la céramique qui nécessite des cuissons, etc. Je me suis dit, voilà, quel matériau pourrait me permettre d'être beaucoup plus libre et de partir avec ma valise à l'autre bout du monde avec quelque chose qui pèse moins de 100 grammes, un pot de colle et un pinceau. Ça c'est venu tout de suite à moi. Et en fait, ça colle tout, partout. Donc, je peux travailler sur toutes les surfaces, sans contrainte. Et ça a cette même lumière que j'aime travailler sur la vaisselle. L'or en peinture, c'est toujours décevant. Alors que avec de la feuille, ça garde cette magie de la matière, l'or, le vrai. Oui, c'est vrai que tu pourrais utiliser de la peinture effet or, et ça pas du tout, t'as pas du tout absolument pas envie. le même effet. Même sur un immense mur ou quand tu fais des plafonds comme ça qui sont majestueux, ce serait pas plus simple? Ça serait beaucoup plus simple, mais ça n'aurait absolument pas le même effet. Le faux or, c'est vraiment... on n'y croit pas. On voit que c'est pas ça. Ouais. Et comme tu avais commencé avec la vaisselle, est-ce que ça change aussi notre regard, tu vois, sur un objet un peu banal de la vaisselle du quotidien, Totalement. de rajouter cette petite touche un peu... Oui, complètement. Oui, l'or a cette véhicule, cette histoire mythique, religieuse, magique, mythologique, de tout temps. Un objet en or, la matière véhicule toute cette histoire, et l'effet... en fait, n'existe pas
dans d'autres matières, quoi. Enfin, on peut travailler la brillance d'un verre, on peut travailler des effets nacrés, mais l'or, en fait, c'est le seul à réagir comme ça à la lumière, à se transformer au moindre mouvement, à réfléchir aussi la lumière de cette manière-là, à donner une chaleur. C'est assez unique comme matériau. Donc c'est aussi esthétique que symbolique. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que les gens véhiculent tout ça de manière collective et que quand on a un dessin à l'or traduit par la main d'un artiste, tout de suite, ça prend une autre dimension. Mais est-ce que tu avais envie de te positionner un peu luxe ou pas du tout, au contraire, de détourner cette image précieuse ou un peu des deux selon les projets? Pour moi, c'est de toute façon faire appel à un artisan d'art, à un artiste ou un dessinateur, enfin, peu importe le nom, la fonction. Pour moi, c'est un travail de luxe absolu, de se permettre de faire appel à la création pour un objet, un mur, appeler quelqu'un juste pour soi, une fois dans sa vie. Je trouve que c'est un luxe absolu. C'est pour ça que il existe l'antithèse de tout ça, la production industrielle, qui parfois travaille en collaboration avec des artistes pour justement donner cet aspect unique, précieux, rare. Faire appel à ça dans son quotidien, c'est un luxe énorme. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ton langage principal, je dirais. Est-ce que tu penses que ça va évoluer ou tu vas toujours rester sur cette feuille? Ça va clairement évoluer. La feuille, j'en parlais pas il y a 2 ans. Il y a 6 ans, je ne touchais qu'à de la vaisselle ancienne. Aujourd'hui, je travaille avec de la vaisselle neuve. Je fabrique dans mon atelier mes céramiques. Je travaille sur du carrelage. Là, je fais de la feuille. Je peins même juste avec de la couleur sur des murs. Je rêve de travailler sur des vitraux, de travailler avec d'autres artisans parce que je peux pas tout faire moi-même. Mais collaborer avec des artisans d'art, évidemment, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà, ça arrivera, tout prend du temps. Tout prend du temps. Est-ce qu'il y a un projet, là on parlait futur, mais dans le passé, là, tu aurais une anecdote, quelque chose, un projet qui t'a particulièrement challengé, marqué Je réfléchis. Est-ce qu'ils ont tous la même saveur à chaque fois? Tu as l'air tellement passionné par ce que tu fais. J'aime tout ce que je fais. Mon souci, c'est que j'ai souvent pas le temps de regarder en arrière. Je suis toujours sur le projet qui suit. Et souvent, j'ai pas le temps d'en profiter de ces projets. Ce qui est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est une période de la vie où j'essaie de faire beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de chance. Je suis sollicité et j'adore tout ce qu'on me propose. Donc, ce qui m'excite le plus, c'est toujours le prochain. Oui. Là, tu dis que tu es pas mal sollicité. Est-ce que tu as trouvé que c'est arrivé vite, tu vois, en 5 ans, ou est-ce que tu as trouvé qu'il y a eu un temps long au départ? Je suis quelqu'un d'impatient par nature, donc je trouve que tout prend trop de temps. Si j'écoute les gens qui me connaissent, ils me disent mais que c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, là c'est allé très très vite. Les choses vont vite, j'aimerais bien qu'elles aillent encore plus vite pour faire encore plus de belles choses. Et j'allais dire, parce que pourtant on se dit que l'artisanat, ça peut être le temps long, etc. C'est quoi être artisan en 2026? Attention, question à 50 €. Moi, je crois pas en faire partie de ce groupe magnifique des artisans. J'ai pas appris le travail d'une matière, le travail d'un geste, le temps long justement, la patience, la nécessité d'attendre que les choses se fassent dans un temps défini. Moi, c'est vraiment le dessin. Et le dessin, pour moi, il y a un truc qui s'est déclenché il y a 1 an. C'est devenu hyper rapide, beaucoup plus libre. J'ai plus peur de dessiner, de montrer, d'essayer. Et de ce fait, je ne suis pas trop confronté à ces inconvénients que peuvent avoir... Enfin, inconvénients, non. C'est, ces passages obligés de l'artisanat qui nécessitent le temps, la patience. Je suis pas quelqu'un... Je suis trop impatient pour être artisan. Ah oui, tu te sens pas là-dedans, toi. Non. Mais est-ce que tu crois que les gens autour de nous comprennent quand même la valeur du travail fait à la main? C'est pour ça que je les invite à le faire. C'est pour ça que j'ouvre l'atelier aux initiations, pour que les gens puissent le faire eux-mêmes.
Et quand vous venez faire 3 heures de tournage ou 3 heures de décor à la plume, vous comprenez pourquoi les choses coûtent ce prix-là. Parce que c'est un savoir-faire, c'est difficile, c'est un métier comme un autre. C'est un métier qu'on aime, mais c'est un métier quand même. Et il n'y a pas mieux que de montrer aux gens comment ça fonctionne pour qu'ils comprennent le prix. Le prix pose problème parfois, toi, dans tes prestations quand on vient te chercher? Quand je me suis lancé au tout début, mon entourage me dit « mais c'est beaucoup trop cher ». Ce qu'il faut comprendre, c'est pour qui on travaille. Moi-même, je ne suis pas ma cible. Je doute pouvoir me permettre de me payer les services d'un artiste pour décorer mon intérieur. J'adorerais pouvoir le faire. J'ai déjà plein d'idées pour faire ça plus tard. Mais oui, c'est un travail de luxe. Moi, les gens qui font appel à mes services, en général, ce que j'aime bien, c'est que c'est pour des moments exceptionnels. Et ce sont des objets qui, pour eux, auront une place particulière. Je sais que je ne vais pas finir dans un fond de placard. Et ça, au final, pour moi, c'est que le job, il est réussi. J'ai créé quelque chose de précieux. Et c'est pas parce que c'est de l'or, c'est parce que j'ai créé un lien entre les gens et cet objet-là. Que ce soit un dessin sur du papier, un vase ou autre chose. Quel est j'allais dire, c'est le mot kiff qui me revient, qui est pas très chic. Quel est ton plus gros kiff dans ton métier? Qu'est-ce que tu préfères faire? J'adore en vivre, en fait. Je suis arrivé au moment où j'en vis. Je suis un peu ému. Oui, je comprends. Bravo. J'en vis et ça fait du bien de se dire qu'on a fait ce bout de chemin. Que tu as trouvé que le chemin était long? C'est pas facile de savoir ce qu'on va faire dans sa vie. Et quand on a l'envie de vivre de la création, on est tout le temps en fait assujetti à est-ce qu'on va plaire aux autres, est-ce que son travail va plaire aux autres. Et puis notre travail, c'est tellement nous que parfois on se dit que c'est nous en fait qui ne plaisons pas aux gens et tout ça. Et voilà, là, d'arriver, si tu veux, à ce moment où t'es sollicité, tu cherches, tu sais que le mois prochain ça ira et que ça marche, vient de chercher, qu'on aime son travail, et que c'est de plus en plus différent et que c'est de plus en plus d'endroits ailleurs qu'en France, petit, grand, moyen. C'est ça mon vrai plaisir. Ouais. Et ton plus gros stress? Le stress, c'était de ne pas en vivre? Ouais, c'était de m'être trompé. C'était de me dire que pour qui tu te prends, quoi. En fait, non, il faut croire. Je pense qu'il faut croire profondément à ce qu'on aime faire et que avec du travail, on est capable de tout. Je suis tout sauf discipliné, je suis tout sauf organisé, je suis tout sauf ami avec la comptabilité, toutes ces choses-là qui sont nécessaires à la création d'une entreprise que j'étais obligé de créer pour créer cet atelier, etc. Et il faut savoir quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, y croire, s'entourer quand il faut avec les bonnes personnes et essayer d'avancer. Et sur le chemin, ne pas oublier que c'est ce qu'on voulait faire et que tous ces efforts, ils sont pas faits pour rien. Mais c'est beaucoup de travail. Tu mises pas tout sur le fait que c'est ta créativité, tu vois? Non. Le travail nourrit la créativité. Ça la rend plus facile, plus aisée, plus libre, plus séduisante peut-être. Parce qu'on voit moins l'effort. Et après... Mais est-ce que cette créativité, elle se travaille, tu vois, justement? Ouais, carrément. Tous les jours. La créativité, c'est un muscle. C'est vraiment... c'est terrible parce que je prends plus assez le temps d'aller voir les expos et tout ça. Je suis un peu asséché de ce côté-là. Mais la créativité, elle est partout. En fait, ce muscle-là, à force de le travailler, je vois que les idées, elles tombent en 30 secondes. Et il y en a 1000. Et après, il faut choisir. Mais c'est tout, quoi. Et ça, c'est vraiment un travail. Ça met du temps. Et c'est ça, en fait, qui a de la valeur. C'est ça qu'on essaie de vendre. C'est ce temps-là qu'on a passé à muscler
ce système en fait qui crée des idées. Oui. Oui, il y a une citation qui dit, c'est pas une citation connue, genre un mantra, mais quelqu'un qui dit oui, mais vous travaillez vite, je vous paye cher, alors que c'est rapide. Il dit mais oui, mais j'ai mis 20 ans à dessiner comme ça, à être comme ça, bien sûr. À être efficace comme complètement. Ça. Complètement. Oui, mais ça j'y crois. Oui, mordicus. Évidemment. Je savais pas. Je suis pas né avec un don. Je savais pas dessiner. Je suis pas non plus. Je suis toujours pas un grand technicien. Mais le trait, l'identité, le vocabulaire que j'ai créé aujourd'hui, il a mis du temps à se construire. Ouais. Donc toi, ton travail, c'est vraiment focus sur le dessin quand même. Là, la feuille, c'est une technique. C'est une technique, ouais, voilà. Moi, le dessin, pour moi, c'est le biais de tout. C'est le début de tout. Après, les choses sur lesquelles ça s'applique, en réalité, ça n'a guère d'importance. C'est du jeu. Et toi, tu dis quand même, je ne sais pas dessiner. Non, je ne sais pas dessiner. Je suis incapable de dessiner un visage. Enfin, je suis incapable de dessiner de manière réaliste. Si c'est ça, savoir dessiner, je suis nul à ça. Après, m'exprimer par le dessin, j'y arrive très bien. Je sais faire passer des idées. Et pour moi, c'est le plus important. Je suis transmetteur d'idées, d'émotions. C'est tout ce que je demande. Ouais. Et c'est tout ce qu'on attend de toi et tout ce qu'on aime. Quel est le projet de tes rêves, tu disais, tu vois, là, tu étais content aujourd'hui, mais j'adorerais travailler dans la scénographie de spectacle, enfin, des décors d'opéra ou de théâtre. Un plafond d'opéra aussi, ça me plairait beaucoup, mais à Paris, c'est déjà pris. Une station de métro, je le dis depuis des années, j'adorerais refaire l'éclairage d'une station de métro, parce que je trouve toujours ça pas assez joli. Et c'est un espace d'expression énorme. J'adorerais faire ça. Et puis, là, j'ai commencé à faire ces dîners. L'art de la table, bon, j'y suis rentré par l'assiette, puis c'était un truc assez familial, où j'ai toujours eu chez moi du monde. Mes parents recevaient beaucoup. Donc il y a toujours eu cette espèce de scénographie du dîner, de la réception, etc., que j'ai commencé là à faire à l'atelier avec des marques. Donc j'offre en fait la possibilité d'être reçu à ma table en transcrivant l'univers de ces gens-là dans le mien. Et cette fusion, j'aime beaucoup. Donc là, ça donne lieu à des collaborations avec plein de marques, des dîners où on fait de l'assiette jusqu'au porte-couteau, jusqu'à la mise en scène, au vase. Tout est décoré. Les plafonds sont habillés de tissus, de papier, de dessin. Enfin voilà, on est ailleurs. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien continuer de faire. Ouais. On va faire un zoom quand même, parce qu'on n'a toujours pas parlé de Grand Soleil. Oui. Il y a 1 an que tu as ouvert cet atelier. Oui, tout à fait. C'était 1 an. Comment tu as eu l'idée de créer... Et l'atelier, tu peux nous le décrire aussi, c'est un lieu qui est dingue, j'avais eu l'occasion de venir. C'est que ça fait, je crois, plus de 200 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Parle-nous de ce lieu incroyable. On est à Parmentier, donc à la sortie du métro. C'est un lieu qui a vécu sous les machines d'une fabrique de valises, d'un imprimeur et aussi d'un relieur de livres d'art. Et donc c'est un plateau rythmé par des colonnes de briques sous une verrière de 200 mètres carrés dans lequel on a installé des tours de potier, des tables de modelage et un grand espace sous verrière où je pratique le décor. Et donc on l'ouvre au public pour des initiations, on le privatise pour des moments d'exception. Et donc ça fait 1 an qu'il vit comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Nos enfants peuvent faire un stage. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des stages adultes-enfants. Ça, c'est trop sympa. Initiation, tu fais des masterclass, des cours particuliers. Enfin, là, tu t'en parles modestement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Donc, toute la partie peut-être grand public, entre guillemets. Et en parallèle, tu peux privatiser et proposer des expériences complètes. On peut le voir sur ton compte Instagram. C'est assez dingue. Ouais. Où tu vas effectivement décorer les murs, faire des tables magnifique. C'est la verrière, c'est très haut de plafond, c'est hyper lumineux. Ouais, ça fait 6 mètres de hauteur sous plafond. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on est dans un sous-sol. On est au -1, mais la lumière est incroyable toute l'année. Et on en profite grandement de cet espace. Je suis très heureux d'avoir. Donc là, tu as une casquette gestionnaire, peut-être un peu plus qui doit. Ouais, c'est moins sexy. Facile. Ouais, mais bon.
faut ce qu'il faut. C'était une première année intense. La seconde sera entourée de gens qui vont m'alléger ces tâches de gestion pour que je puisse me concentrer sur le dessin qui me prend de plus en plus de temps. Et j'ai besoin de me concentrer dessus. Ouais. Oui, parce que et tu continues à faire des œuvres, des dessins. Ouais. Toujours, que tu vends même, ou tu peux faire même des collabs avec des marques, tu as fait avec des marques de papier peint par exemple. Ouais, là on a une collection qui va sortir, déjà un papier peint qui a été fait chez Bienfait. On a aussi... Oui, je sais que Cécile elle va écouter, donc on peut lui faire un petit coucou. Salut, parce qu'elle Cécile. Va écouter le podcast. Donc toute une collab avec Bienfait. Ouais. Donc ça, il y a un papier peint qui est dispo. On a là une collaboration assis avec Schumacher qui va sortir incessamment sous peu. J'ai une expo qui s'est terminée rue de Seine, une qui est en cours à Minorque jusqu'à la fin de l'été, et une prochaine qui commence dans 2 semaines au 1er mai chez nous campagne dans le Perche à Tourouvre. Donc ouais, je cultive ce dessin que par pudeur, parce que j'ai une telle admiration pour les artistes et ce qu'ils font, que pour moi c'est un caractère sacré qui est difficile à approcher. Donc maintenant j'ose, parce qu'on me demande, on me dit mais venez chez nous, venez chez moi, venez chez moi. Je dis bon si vous voulez, je vous fais des dessins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, c'est sans doute pour ça que j'ai commencé avec la vaisselle. Parce que c'était utile et que quand c'est utile, c'est valable. Mais en fait, je dessine et puis c'est tout, quoi. On appelle ça comme on veut, artiste ou pas. Alors, tu as une vraie signature aussi. C'est que à l'encre de Chine ou pas du tout? Non. Mais parce que tu as beaucoup de tes dessins, de ce que je regardais, tu as quand même beaucoup de noir. Ouais, pas mal. De doré. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, il y a toute une série. Ça y est, je suis parti dans la couleur. Donc maintenant, on va arriver à des univers colorés. Non, quand je travaille le dessin, il y a plusieurs techniques. Donc la dorure toujours, la linogravure, le papier découpé. Voilà. Pour moi, c'est un espace d'exploration qui ensuite sera certainement appliqué à d'autres choses. Mais c'est un espèce de liberté où j'essaie, et comme ça concerne que moi, c'est très bien. C'est quoi la linogravure? La linogravure, c'est une petite plaque de plastique qu'on vient graver à la gouge pour que, aux endroits où tu graves, le papier ne touche pas. Donc ça crée un dessin sur cette plaque. C'est un espèce de gros tampon en fait. Et ensuite, on fait des séries. Par exemple, vous pourriez voir sur le site qu'il y a des vases qui sont donc imprimés sur la feuille, et ensuite moi j'agis pour en faire des pièces uniques et dessiner les fleurs qui sont dans le vase linogravées. Voilà. Est-ce que tu es un peu seul quand tu travailles, ou tu te sens quand même entouré? Tu vois, l'impression l'artiste, tu vois, qui va faire sa fresque, ou en fait pas vraiment, parce que tu disais que tu exécutais beaucoup. Le dessin, je suis toujours seul. J'ai besoin d'être seul quand je dessine, parce que, ou d'être isolé du moins. Je peux pas trop interagir avec les gens parce que je suis vraiment un papillon. Dès qu'il y a une mouche qui passe, ça y est, c'est fini. Donc il faut vraiment que je sois dans un espace de concentration. En revanche, quand je fais des performances participatives où les gens viennent, j'adore partager l'idée du toucher et de montrer aux gens que... vous aussi, vous pouvez accéder à ce moment un peu exceptionnel qu'on croise quand même rarement dans sa vie quand on a un travail de bureau ou qu'on porte aussi très haut l'art, et qu'on se dit non mais l'art, c'est pas pour moi, je suis nul. Combien de fois j'ai entendu je suis nul en dessin? Je dis non, vous n'êtes pas nul. C'est ce que tu viens de dire il y a 10 minutes, je te rappelle. Non, je suis pas nul, je disais que j'étais pas un bon dessinateur, c'est pas pareil. Ah oui, grosse nuance. Mais non, c'est vrai que les gens souvent sont bloqués par ce truc-là, de se dire mais moi je suis pas une créative. Je dis mais c'est pas grave, vous savez écrire, vous savez tracer une ligne, et ce que j'aime c'est ça, c'est qu'à la fin d'un moment passé ensemble, les gens sont fiers de ce qu'ils ont pu faire, et ça c'est très gratifiant. Est-ce que, on arrive dans les dernières questions, plus sur ton univers. Toi, t'es quel style déco? C'est comment chez toi? On avait vu passer quelques photos. Chez moi,
C'est beaucoup de seconde main, des meubles anciens, très éclectiques. J'ai pas de ligne directrice. C'est beaucoup d'œuvres d'art au mur, beaucoup de dessins, beaucoup de poteries, beaucoup de choses chinées à droite à gauche qui n'ont aucun lien avec les uns avec les autres, mais que j'adore accrocher comme ça vient. Donc ça ressemble un peu à... c'est chez moi. Je pense que quand on rentre chez moi, on sait que c'est chez moi. Et on sait que tu es un artiste. Ouais, je pense, ouais. Mais il n'y a rien de moi au mur, pour l'instant. Là, je suis en train de me demander si mon lieu de vie va devenir aussi un lieu d'expérimentation. Parce qu'en fait, j'y ai pas pensé jusque-là, mais en fait, c'est assez évident que pour que les gens se projettent, le seul moyen, c'est de leur montrer ce qu'on a beau avoir des idées. Si les gens voient pas, ils ont du mal à se projeter. Oui. Donc, le next step, c'est peut-être ça, montrer des projets plus décoratifs, muraux, différents dans mon espace de vie. Mais on peut avoir un aperçu quand même sur ton compte Instagram. Oui, sur mon Insta, il y a des choses. Mais par exemple, tu vois, il n'y a pas de travail de couleur. Donc ça, j'aimerais l'explorer. Et donc là, voilà, il faut qu'il y ait des exemples. Sinon. Et tu passes beaucoup de temps sur ton Instagram ? Oui, énormément. Oui, mais je suis content parce que mon algorithme est bien axé et j'ai beaucoup d'artisans, beaucoup de belles choses, d'artistes, beaucoup de bijoux aussi, parce que c'est une passion que j'avais. Je voulais être joaillier quand j'étais petit. Ça, je l'ai jamais fait. J'aimerais bien un jour. Mais il peut y avoir du lien. Oui. Bah alors, voilà. Bah là, on va certainement collaborer avec la manufacture Maillot, qui est une fabrique historique, tu sais, de médailles. Donc je suis en train de leur faire des dessins pour sortir une collection de médailles, etc. J'aimerais bien qu'on fasse quelques pièces de bijouterie aussi ensemble, un peu exceptionnelles. Et ouais, mon Insta, j'aime beaucoup parce que ça pourrait être effrayant et se dire non mais c'est beaucoup mieux que ce que je fais. Souvent les gens me disent ça, genre, non mais j'aime pas, les copains artistes me disent non mais j'aime pas parce que quand j'y vais, je vois ces trucs et je me dis putain je suis nul. Et moi en fait non, je trouve ça génial de se dire que à l'autre bout du monde il y a quelqu'un qui fait un truc qui te transcende et que c'est accessible comme ça quoi. J'ai encore suivi deux trucs aujourd'hui là. J'ai pas son nom mais je l'ai enregistré et c'est une fille qui avec du sable coloré crée des motifs sur le sol fleuri. T'as l'impression c'est un jardin graphique incroyable. Je trouvais ça sublime. Du coup, ça te donne des idées, tu vois, t'as pas envie de copier, mais t'as envie de le retranscrire, voir si c'est possible, toi aussi, tu vois, de dire, tiens, mais comment je le ferais moi, ce truc-là. Il y a quoi sur ta table de chevet ? J'ai pas de table de chevet. Alors, comment tu poses par terre ? Ah si, j'ai un meuble à côté, mais c'est pas vraiment une table de chevet. Il y a quoi sur la table de chevet ? Il y a du gel d'aloe vera, des vitamines et mon carnet de notes. Et ton portable rentre dans la chambre ? Tu regardes Instagram avant de te coucher ? Il n'y a pas de chambre, c'est un espace, c'est un espace salon-chambre. C'est comme l'atelier, c'est un plateau. Mon portable, il est partout. Ouais. Je me réveille avec, je m'endors dessus. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Dernière question culte dans Décodeur que je ne t'ai pas donnée avant c'est et vrai ? Je suis désolée, tu vas prendre le temps de réfléchir. Vas-y. Si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, qu'elles soient décédées ou pas, qu'elles soient ultra connues ou pas, qu'elles soient du monde artistique ou pas, qui seraient-elles ? Ce seraient des amis. Ce serait que des amis. Ce serait 6 copains que j'ai pas vus depuis longtemps. Ce serait que ça. Génial. Merci beaucoup Arnold. Franchement, je connaissais pas bien tout ce que tu faisais. Je suis très contente d'avoir découvert beaucoup plus et que tu aies partagé tout ton savoir-faire et tes émotions avec nous. Merci. Merci Hortense. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés.
N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.